pour faire le point de la situation générale du pays et revenir sur les grandes questions qui ont été abordées au dernier Conseil de ministres. Comme vous l'avez tous suivi, le dernier Conseil de ministres a commencé sur une note triste parce que dans la nuit du 4 au 5 mai à Bukavu, principalement en territoire de Calais, il y a eu une pluie qui a occasionné des éboulements de terrain qui ont conduit à la mort de plusieurs compatriotes. Aujourd'hui, la délégation gouvernementale qui est sur place nous a fait un premier rapport qui vous sera partagé à la fin de ces briefings. Il y a 401 compatriotes qui sont décédés à la suite des éboulements des terrains consécutifs aux pluies qui se sont abattues. De maisons ont été détruites et emportées, des centres de santé, des écoles, ponts et autres édifices publics, un drame humanitaire sans précédent. Et comme je disais tout à l'heure, le week-end dernier, on parlait de 176 victimes, mais après les décomptes qui a été effectué, parce que certains corps ont été ensevelis par la boue, on a compté 401 et plusieurs autres compatriotes sont portés disparus. D'autres sont pris en charge dans les centres hospitaliers de la place. Le cas le plus urgent a été transféré sur Bukavu. Et donc, sur recommandation de la division provinciale de la santé du Sud Kivu et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre de conditions propices, avaient été urgemment enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Et donc, les collègues du gouvernement qui sont partis sur place ont pris des dispositions pour que demain, on organise des obsèques dignes pour les compatriotes, pour 120 compatriotes qui doivent être enterrés demain. Et on a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures notamment pour reloger les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. Et donc c'est sur cette note que le président de la République avait commencé le Conseil de ministres de la dernière fois avec instruction faite au gouvernement pour y envoyer une délégation. Aujourd'hui à Kinshasa, donc tout à l'heure, s'est terminé à la cathédrale Notre-Dame la messe qui a été organisée en mémoire de ces victimes. Le Premier ministre y a pris part, comme beaucoup de membres du gouvernement. La messe qui a été organisée à l'initiative du président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, et le deuil national a été observé sur toute l'étendue du territoire national parce que, comme vous le savez, la République, elle est une, et lorsqu'une partie de la République démocratique du Congo est touchée, c'est tous les Congolais qui sont touchés en même temps. Nous avons vu l'élan de solidarité qui s'est déployé depuis hier en faveur de ces compatriotes qui s'y sont touchés. C'est aussi cela, la République démocratique du Congo, un élan d'unité lorsque de compatriotes sont touchés. Dans la même veine, tout à l'heure, avant de commencer cet exercice, j'ai discuté avec le gouverneur du Nord Kivu. Vous avez sûrement vu les images de l'éboulement de terrain vers Rubaya, là où justement on cherche les coltans. Il y a eu 6 corps, 6 personnes sont décédées d'après les premiers éléments. 3 corps ont pu être repêchés. Nous y reviendrons avec force détail dans les heures qui viennent. Au-delà de cela, au Conseil de ministres de la dernière fois, nous sommes revenus sur la situation de nos compatriotes qui sont bloqués au Soudan, parce que vous savez qu'il y a un conflit armé là-bas et que nous avons entendu le cri d'alarme. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil des dispositions qui ont été prises en contribution avec nos représentations diplomatiques de Nairobi et de Le Caire en Égypte pour secourir les compatriotes qui ont été identifiés. On parle de 350 personnes qui doivent urgemment quitter ces pays où il y a des affrontements. Il y a un état des besoins qui a été préparé au niveau du ministère des Affaires étrangères et le président de la République a donné des instructions
pour que très rapidement nous puissions apporter l'assistance du gouvernement à ces compatriotes qui sont dans les besoins. L'autre question qui a fait l'objet des discussions au Conseil de ministres et sur laquelle nous reviendrons, j'espère, cette semaine avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie, c'est la question de la rareté ou de la montée du prix du maïs dans la province du Haut-Katanga, dans le Grand Katanga, disons, devrais-je dire, et dans le Grand Kasaï. Vous savez que les prix ont fortement augmenté et la délégation gouvernementale, contrairement à ce qui a été partagé dans les réseaux sociaux, ne comprenait pas 10 ministres. Il y avait plusieurs questions sectorielles qui devaient être abordées. Il y a eu une première partie de la mission qui s'était rendue en Afrique du Sud, je pense qu'il comprenait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre des PME, le ministre du Commerce extérieur et le ministre de l'Industrie. Ils ont été rejoints dans l'autre phase de la mission qui était tout aussi stratégique par la vice-ministre des Finances, le ministre des Hydrocarbures, parce que la solution pour le gouvernement, c'est d'accroître les capacités des productions locales. Alors, il se trouve que malheureusement, la crise de la farine du maïs a été occasionnée par quelques individus visiblement mal intentionnés qui, avec quelques connexions en Zambie, ont obtenu que la Zambie décide de ne plus vendre le maïs à la République démocratique du Congo, son voisin direct, alors que c'est la Zambie qui vend le maïs au Kenya, à l'Éthiopie et à d'autres pays de l'Afrique de l'Est. Et pire encore, interdiction de toute cargaison venant d'autres pays d'Afrique australe d'arriver en République démocratique du Congo. Toutes ces décisions n'étaient pas connues du président zambien. La délégation gouvernementale qui s'est rendue sur place a eu des échanges avec des officiels et très rapidement les mesures ont été prises pour lever toutes ces barrières et nous aurons de plus amples détails dans les jours qui viennent. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter avec vous de mesures qui sont arrêtées pour d'abord régler les problèmes urgents en termes d'approvisionnement et pour voir comment on règle le problème dans la durée avec une production locale, avec un appui à donner aux hommes d'affaires congolais, aux opérateurs économiques. C'était l'essence de la réunion, de la descente sur place de la vice-ministre des Finances, parce qu'il était question de regarder quel type d'avantages accorder à ces différents opérateurs, identifier tous les goulots d'étranglement. Et je ne vends pas encore les conclusions de cette mission, mais il est question de voir dans l'étendue de la République démocratique du Congo comment on affecterait de 100 000 hectares à peu près par province. On en aura 26 millions, je crois, si je calcule bien, pour que nous puissions être d'hectares, pour que nous puissions être en mesure de cultiver de maïs et de répondre à cet impératif alimentaire urgent. Voilà plus ou moins les sujets sur lesquels nous avons discuté longuement le vendredi dernier en Conseil de ministres, parce que les collègues qui étaient partis à Lubumbashi sont revenus l'après-midi et ils ont eu l'occasion de faire ces rapports préliminaires. Il y a eu une réunion spéciale de la commission ECOFIN samedi. Les mesures ont été transmises à la primature et donc dans les 48 heures, nous pourrons annoncer ces mesures pour voir comment nous avançons. Le Premier ministre a eu l'occasion de revenir aussi sur les dispositions qui ont été prises pour la bonne organisation ce matin des épreuves de dissertation, des épreuves préliminaires aux examens d'État. Tout s'est plutôt bien passé en cette matinée et il y a évidemment des questions de sécurité. Par exemple, la question de la situation à Kwamouth et dans la périphérie de Kinshasa a fait aussi l'objet des communications, notamment du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi du vice-premier ministre, ministre de la Défense. La principale question à Kwamouth connaît plutôt la situation est plutôt revenue au calme. Il y a eu quelques situations consécutives à une attaque d'un véhicule de patrouille de la police pas très loin de Kinshasa, mais des dispositions ont été prises au niveau de la police et l'armée devrait intervenir aussi pour être sûr que la paix est totalement restaurée. Mais malheureusement, il s'est observé aussi une réutilisation des images et des messages qui ont été distillés dans l'objectif de semer la panique de la population. Avant de commencer cet exercice, j'ai eu l'occasion de discuter avec le vice-ministre des Affaires intérieures et sécurité pour avoir les derniers éléments sur le sujet. C'est aussi le cas de la situation au Maniema
à Kindu. Il y avait là aussi quelques échauffourées avec quelques inciviques. La police était intervenue pour amener l'ordre et je pense que la situation ce soir est plutôt revenue au calme. Toutes ces questions, c'est des questions que nous suivons évidemment. Dès qu'il y aura des détails, nous pourrons revenir pour pouvoir vous les donner. Voilà ce que je peux dire en liminaire de cet échange. J'espère pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Comme ça, on peut apporter des éléments détaillés à la population qui nous suit, tout en sachant que cette journée a été principalement consacrée à la compassion et à la solidarité et au deuil national en faveur de compatriotes qui ont été touchés directement par ces inondations à Calais. Voilà pour l'introduction. On va commencer par Cathy Kataï. Deux questions. La première, bon, je ne voulais pas évoquer, mais je peux quand même poser la question, c'est en rapport avec la SADC, qui a enfin décidé d'envoyer des forces en RDC. Est-ce qu'on peut savoir quel sera le mandat de cette force? Sera-t-elle offensive ou elle sera comme... ce sera une force comme celle que nous avons déjà de l'EAC qui ne réagit pas sur terrain? Bon, écoutez, la RDC dirige présentement la SADC. Le président de la République est parti là-bas pour le sommet. Et nous avons tous suivi il y a quelques heures le communiqué qui a été suivi. Et je pense que ce sera le mois prochain que la force en attente de la SADC va être activée, qui n'est pas à confondre avec les troupes de la SADC qui font partie de la FAIB. Je crois que la situation en République démocratique du Congo est bien connue. La présence de la force régionale avec la situation que nous connaissons est aussi connue. Et donc si les pays membres de la SADC ont décidé d'envoyer une force, il faut bien lire le communiqué parce que le communiqué dit qu'il faut ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et combattre les groupes armés. Je pense avoir bien lu. Nous aurons l'occasion de revenir en détail avec le vice-premier ministre qui se trouve encore sur place et qui va précéder le président de la République à Gaborone parce que le président fait une petite tournée dans les pays de la sous-région. Et donc l'idée, c'est de travailler activement pour le retour de la paix en RDC sur base de la réalité actuelle et sur base, je m'abstiendrai de dire certains mots, du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de progrès avec la force régionale. Et parce qu'au-delà de ça, il est prévu qu'il y ait des mécanismes sur lesquels le gouvernement va travailler pour s'assurer qu'il n'y a pas des télescopages et que l'objectif final recherché, à savoir le retour de la paix dans cette partie du pays, soit atteint. Merci. Excusez-moi. La deuxième question par rapport à Calais. Une équipe du gouvernement est sur place. Qu'est-ce qui est fait concrètement en termes d'assistance aux survivants qui sont là? Et est-ce qu'on peut avoir une estimation de nombre de disparus? Parce qu'il semble qu'il y a quand même beaucoup de familles qui n'ont pas retrouvé les leurs jusqu'à ce moment. Je ne saurais véritablement pas m'hasarder à vous donner le nombre de familles disparues. C'est un travail minutieux qui doit se faire, mais il y a eu des coulées de boue qui ont emporté des villages, de marchés, un peu comme spécifié dans la note d'information qui vous sera transmise. Le travail avait commencé déjà avec les gouverneurs du Sud Kivu et ses équipes. La mission gouvernementale qui est partie sur place est partie justement dans l'objectif de gérer la question dans sa globalité. Il y a évidemment les questions les plus urgentes, c'est d'enterrer les personnes qui sont décédées, mais aussi d'apporter un abri à ceux qui en ont perdu, et donc les personnes survivantes. Ensuite, il y a évidemment de besoins en médicaments, de besoins en vivres et non-vivres, de besoin de reloger les populations parce qu'on n'est peut-être pas, je ne connais pas très bien la géographie de la région, peut-être qu'on n'est pas encore à l'abri de certaines inondations, peut-être qu'il peut encore pleuvoir demain, et donc la situation est étudiée de manière globale. La délégation qui est arrivée sur place devrait se rendre à Calais aujourd'hui, mais finalement ils se rendront demain parce qu'il fallait prendre des dispositions, notamment pour permettre de préparer les sépultures pour assurer l'enterrement des autres compatriotes qui doivent être enterrés et sur place voir comment on va intervenir. Et je pense qu'un premier bateau a été envoyé sur place avec le matériel suivant les états des besoins qui ont été préparés et nous verrons la suite. Mais le gouvernement, comme le président de la République l'avait dit, avait déjà mis à disposition des premiers moyens pour
pallier au plus urgent et suivant les états des besoins qui seront préparés, le gouvernement va faire tout ce qui est en son pouvoir pour gérer la crise et apporter l'appui aux compatriotes qui en ont besoin. On va prendre la prochaine question avec Alain Waikani. Merci. Moi, je reviens sur la situation de Calais. Monsieur le ministre, est-ce que dans ces pays, nous avons quand même des catastrophes, mais aussi des situations humanitaires d'une manière permanente. Mais à chaque fois que chaque situation se présente, on a l'impression que c'était vraiment du nouveau. On a vu avec le volcan Goma comment les choses étaient tellement désorganisées, des familles qui ont passé plus de 2 semaines à saquer sans l'eau à boire, il n'y avait pas d'intervention. Aujourd'hui encore on les voit avec ce qui se passe à Calais. Est-ce qu'il y a moyen, qu'est-ce qui empêche que le ministère des Affaires sociales devienne épais, pratique pour répondre efficacement comme on les voit ailleurs? Non, écoutez, il faut savoir que le président de la République a déjà dit au niveau du ministère de l'Intérieur, je crois qu'il existe des structures en termes de gestion des catastrophes. Mais une catastrophe, quand elle arrive, elle ne vous prévient pas. Et il faut nous regarder dans les yeux pour regarder quelles sont nos capacités d'intervention partout dans le pays. Ça arrive à Calais, à quelques 80 km, je pense, de Bukavu. Ça se passe sûrement la nuit et il y a des difficultés. Regardez par exemple, nous tous, nous avons été touchés par les images des enterrements que nous avons vus, mais sur place il n'y a pas de morgues, les corps étaient en décomposition depuis quelques jours et les experts en santé publique ont dit qu'on ne pouvait pas le garder de cette manière. Avec la Croix-Rouge, ils se sont organisés. Nous sommes en droit de nous plaindre quand nous voyons ces images, mais ils l'ont fait parce qu'il fallait préserver les autres dans un environnement qui est déjà touché. Il pouvait y avoir des risques d'épidémie et d'autres maladies. Et donc, ceci ramène en surface la question de comment nous étions pour avoir des capacités partout. C'est pour ça que nous sommes en train de préparer, de travailler avec le projet de 145 territoires, notamment avec des bâtiments publics. C'est pour marquer d'abord la présence de l'État partout avec des capacités, d'être en mesure d'intervenir pour parer au plus pressé. Et donc personne ne souhaite que ces situations arrivent, et lorsque ces situations arrivent, nous essayons de les gérer au mieux. Vous savez par exemple que la gestion, parce que vous avez parlé de l'éruption, la ville de nord de Goma a récupéré très rapidement. Il y avait peut-être la route qui mène vers Nyiragongo était endommagée sur plusieurs kilomètres, mais c'est peut-être en 2 ou 3 jours qu'on a réussi à rouvrir la route parce qu'on s'est mobilisé spontanément. La question, ce n'est pas les inondations qui arrivent ou les catastrophes naturelles parce qu'on ne sait pas le prévenir. La question, c'est notre capacité à réagir et à réagir rapidement. Et je pense que nous sommes aussi de ce côté-là en train de travailler pour avoir des capacités de réagir chaque fois que l'urgence l'impose. Une petite question sur la SADC, monsieur le ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut dire que la RDC est clairement en crise avec l'EAC? Et est-ce que le gouvernement ne se gêne pas avec tout le nombre de ces militaires qu'on est en train de déverser au pays? Je ne suis pas sûr que nous pouvons commencer à parler de crise parce qu'il y a le problème avec le Rwanda, évidemment. C'est une crise, mais il faut considérer que la République démocratique du Congo appartient à plusieurs ensembles sous-régionaux et que le rôle stratégique de la République démocratique du Congo aujourd'hui exige qu'il y ait la paix ici. Et les efforts qui sont faits, c'est justement pour qu'on atteigne cet objectif de paix. Parce qu'au-delà, évidemment, de tout ce que nous avons comme situation actuelle, il faut toujours être en mesure de nous projeter en fonction des besoins de nos populations qui ont clairement le besoin d'échanger à la fois avec l'Est, à la fois avec le Sud, à la fois avec le Nord. Mais sur cette question de la SADC, nous aurons l'occasion d'y revenir avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères qui est sur place. On va prendre la prochaine question de Benoît Nyemba. Excellence, nous avons vu des images circuler, je vais rester sur le même angle que Alain. Les images ont circulé de premier enterrement des victimes de Calais.
on a vu qu'on enterrait des gens dans le sac comme dans de fausses communes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'il y a eu même de réactions de certains notables de Sud Kivu. Deuxième question, ces drames a emporté aussi des écoles et tout ça. Aujourd'hui, il y a eu leur session d'examen d'État. Est-ce que le gouvernement prévoit quand même du mécanisme pour récupérer des gens qui ont raté, qui n'ont pas pu faire à cause de ces drames? Écoutez, sur la première question, je pense y avoir déjà répondu tout à l'heure de manière détaillée et claire suivant le rapport qui nous ont été transmis. Évidemment qu'il y a eu des écoles qui ont été touchées. Il y en a 4 qui ont été emportées. École primaire Nguliro, école primaire Bouaïré, école primaire Niamoukubi, Institut Chirembera. Et 7 autres écoles qui ont été fortement endommagées. Et bien évidemment, dans des cas comme ça, il est impensable que l'on puisse organiser ces épreuves et que dans la gestion de la situation d'urgence, à la fois le gouvernement provincial et les délégués du gouvernement qui sont sur place, on va pallier au plus urgent. Ensuite, on va regarder, parce que sûrement qu'il y a eu des élèves qui sont morts malheureusement. Donc il faut d'abord arriver à gérer la situation principale et progressivement, pour ces besoins qui ont été identifiés, il y a des églises qui ont été détruites. Il y a aussi besoin à ce niveau-là de s'assurer que les Congolais reprennent leurs activités comme c'était à l'époque. Il y a des marchés qui ont été emportés, il faut en reconstruire. Donc maintenant, les plus urgents, c'est la gestion des personnes qui sont décédées, la recherche des disparus, ensuite les besoins les plus urgents, et au-delà, on va regarder maintenant les autres aspects qui ont été touchés et qui vont exiger un certain temps pour que cela puisse revenir à la normale. On va prendre la question de Dadi Songozo. Merci. Monsieur le porte-parole, gouverner, c'est prévoir. Nous nous souvenons que les autorités congolaises avaient pris des mesures pour importer le poisson chinchard à partir de la Namibie. C'était suite à une rareté imposée par les opérateurs économiques. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je pose cette question que j'ai liée à la rareté de la farine de maïs dans le Katanga et dans le Kasaï. Pourquoi le gouvernement attend toujours subir plutôt que prendre des précautions? Là, évidemment, je venais de vous suivre, vous avez dit qu'il y a des dispositions pour qu'il y ait des productions locales. Ça prendra quand même du temps. Pourquoi attendre subir? Vous n'avez pas voulu citer celui qui est à la base. C'est vrai, on sait, peut-être c'est un politique, un présidentiable. Ça, vous ne l'avez pas cité. Moi non plus, je ne le cite. Bon, écoutez, la question, c'est pas de le citer. La question, c'est de savoir. D'abord, quand on regarde le Katanga, disons les choses de manière claire. Moi, je veux bien. On est candidat président de la République, on vient, parce que ce n'est pas encore le moment pour nous de verser dans la campagne. Mais il faut regarder où on était. La province du Katanga a été dirigée pendant longtemps. Peut-être qu'on préfère investir en Zambie et produire le maïs là-bas qu'investir sur place. La difficulté que nous, on a aujourd'hui, j'ai coutume à le dire, c'est que nous gérons les conséquences des années où des solutions n'ont pas été trouvées. Et je ne dirais pas que tout nous retombe dessus. Bon, sur la base du principe de la continuité de l'État, nous assumons notre part. Vous savez que le gouverneur Kiaboula, il y a du maïs qui est produit au Katanga. Mais le maïs qui est produit n'est pas suffisant pour répondre aux besoins, mais qu'il y a des campagnes agricoles qu'on organise déjà à partir de septembre-octobre. La question aujourd'hui, c'est de dire comment nous arrivons à produire durablement sur place ce que nous consommons. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la mission qu'a conduite, parce qu'on dit toujours à quelque chose malheureusement, dans la mission qu'a conduite le vice-premier ministre, ministre de l'économie, il y avait d'autres membres du gouvernement, des discussions avec les opérateurs économiques, pour arriver de manière globale à identifier parfois certaines mesures ou certaines décisions qui existent localement et qui plombent ou qui perturbent la production locale. Bon, maintenant, il y a un travail qui a été fait au niveau du gouvernement en termes d'évaluation de besoins que nous avons dans le Grand Katanga et dans le Grand Kasaï du maïs jusqu'à la fin de l'année.
le vice-premier ministre pourra mieux l'expliquer. J'espère que nous l'aurons dans le briefing cette semaine. Et on s'est dit, comment nous faisons pour y répondre? Évidemment, parce qu'on n'a pas de production locale suffisante, il fallait discuter avec les autorités zambiennes. D'abord pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, parce qu'on avait décidé, comme ça, quelqu'un a décidé, on ne vend plus le maïs au Congo. Et on ne laisse plus passer les maïs importés, ce qui vient par exemple d'Afrique du Sud. Mais ça, vous n'allez pas me dire, ça c'est politique parce qu'il y a un objectif clair de s'aimer la tension et de soulever la population. Parce que lorsque le prix du maïs était à 45 000 francs, vous l'achetez à 100 000 francs ou à 90 000 francs, bien sûr que ça vous énerve, ça crée une forme de surchauffe. Et donc ça, c'est politicien. Je dirais même pas que c'est politique, j'allais dire même que c'est démoniaque de penser porter les cynismes à un tel point. Les Congolais qui sont déjà dans des situations assez difficiles et que de manière délibérée, vous puissiez utiliser des réseaux qui empêchent aux Congolais d'avoir accès à une denrée principale. Mais là n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, c'est de dire comment nous répondons à ces besoins. Et je pense que les mesures vont être prises. On va travailler avec la FEC. On va planter, parce qu'il y a des saisons pour planter. Il y en a peut-être 2 par an. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet. On va voir dans quelles conditions on peut le faire. Je vous ai parlé de la réquisition de plusieurs hectares dans toutes les provinces du pays. Le ministre des Affaires foncières a été associé à la réunion ECOFIN élargie parce qu'il est question de mettre à disposition des terres à des compatriotes dans le pays pour s'assurer que nous avons une production suffisante pour couvrir nos besoins et c'est sur quoi nous travaillons. On va prendre la question de Patrick Lacoué. Excellence, restons sur ce dossier de maïs. Est-ce que le gouvernement congolais pense à la relance des entreprises qui ont eu à faire des preuves dans le domaine de production agricole? Je prends l'exemple de CDI Bouamanda à l'Équateur, dans le Grand Équateur, qui avait la capacité de nourrir plusieurs familles congolaises durant plusieurs années. Et est-ce que le gouvernement, à ce stade, réfléchit à l'après-crise de maïs qui Écoutez, est en train de on ne va venir? pas anticiper, on ne va pas faire les débats avant l'heure avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie. Il sera là pour vous donner les réponses en détail. Mais parce que la réponse principale à ces sujets ne viendra pas des importations à l'extérieur, elle viendra de la production locale. Et pour ça, il faut identifier nos champions, identifier les différentes difficultés qu'ils rencontrent et apporter des réponses. Et ce n'est que de cette manière qu'on pourra relancer. S'il vous plaît, Excellence, par rapport au dossier des différents conflits que nous avons, aujourd'hui nous avons un accord avec la SADC. Est-ce que la RDC réfléchit sur la gestion après-conflit de toutes ces entités qui viennent nous aider? Nous avons écoutez, les entités qui viennent, ils viennent avec un mandat précis pour une durée précise. Ici, toutes les entités qui viendront en appui. Viendront en appui parce que ça fait autant d'années que les problèmes durent à l'est de la RDC et cette fois-ci nous voulons trouver une solution définitive. Mais parallèlement à ce qui s'est fait au plan diplomatique, il ne faut pas oublier que nous parlons de loi de programmation, on a des milliers, plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République et que ces jeunes sont aujourd'hui en cours des formations. Et c'était qu'une question de temps, on trouvera les solutions et les solutions durables. Et c'est celles sur lesquelles nous sommes en train de travailler sur tous les plans. On ne peut pas compter sur du conjoncturel, mais parce qu'il faut parer au plus urgent, parce qu'il faut éviter qu'il y ait des morts de plus, parce que lorsque le Congo est plombé par la guerre, nous sommes comme un frein pour le développement de l'Afrique et pour régler d'autres questions, il est urgent pour nous de trouver des mécanismes. Et si les faits de l'appartenance de la RDC à des organisations régionales permettent de trouver des solutions, on avance. Je vous donne un exemple d'un point qui a été abordé en Conseil de ministres la dernière fois, ça concerne SASO. SASO, c'est une charte, une organisation régionale dans le cadre de la SADC qui a été créée en accord avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, pour accompagner les pays de la sous-région dans le respect des règlements tracés par l'OACI, par exemple, pour sortir de la liste noire.
Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est signataire de ces chartes. Du fait de l'avoir signé, nos formateurs ou nos techniciens pourront être formés et recyclés sans payer des frais particuliers. Et régulièrement, nous pourrons avoir des missions d'inspection dans les cadres de la SADC qui viendront voir comment nous améliorons nos résultats. Alors, de 2006, on était à 11%. Aujourd'hui, nous sommes à 66%. Il faut encore 9%, 75% pour qu'on sorte de la liste de l'OACI, de la liste noire de l'Union européenne, par exemple. Vous voyez qu'on a fait beaucoup de chemin nous-mêmes. Mais puisqu'on adhère à cet avantage sous-régional, ça nous permettra d'accélérer les programmes que nous faisons. Donc il faut considérer que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons évidemment le devoir de travailler, d'interagir avec les autres. Et c'est dans ce cadre-là que cela se fait. On va prendre la question de Pascal Moulunda. Merci, Excellence. Permettez-moi de revenir sur les commentaires des membres du gouvernement, parce que c'est devenu un peu viral. Excellence, quand un membre du gouvernement fait un commentaire au cours d'une interview en disant que même si le président Kagame nous tue la population à l'Est, il demeure notre frère. Est-ce que cette déclaration ne porte-t-elle pas un discrédit au niveau du gouvernement? Deuxième question, c'est sur le sommet de Bujumbura. Comment le gouvernement peut-il interpréter l'absence des deux chefs d'État, surtout celui du Kenya? Bon, écoutez, sur la première question, il ne faut pas faire le lit de la polémique. Dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, fort malheureusement, je veux le dire franchement, c'est que nous-mêmes, parfois, nous alimentons nos adversaires. Un jour, je veux vous partager les rapports du comportement, entre guillemets, des Congolais sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des hashtags. Ok? Chaque fois, vous suivez par exemple la polémique sur les Russes, les Français, etc. La guerre aujourd'hui, elle est d'abord digitale. Ce n'est pas seulement sur le front militaire. Et de ce point de vue, le Rwanda n'est pas un pays démocratique et donc les voix sont étouffées. En République démocratique du Congo, les voix sont libres. Et nous avons beaucoup de gens qui sont des nonsologues, etc. Il suffit que quelqu'un inocule un venin quelque part parce qu'on en veut au président Tshisekedi, parce qu'on en veut à Mouyaya. On pense qu'en multipliant ou en repartageant ces messages, on pense pouvoir montrer que bon voilà, on leur fait du mal. Et pourtant vous faites du mal au pays. Parce qu'il suffit aujourd'hui qu'on inocule 2-3 venins. Je veux vous donner des exemples concrets. Nous en étions ici à la campagne Rwanda Skilling qui avait pris fortement. Et puis au mois de juillet, il y a eu évidemment des messages contre les Nations Unies. Et finalement, vous avez eu l'impression qu'à un moment, on n'en était plus dans le Rwanda Skilling, on est parti sur un discours, à relayer certains discours anti-MONUSCO. Mais la campagne anti-MONUSCO n'est pas venue de nous, elle est venue d'ailleurs. Parce qu'il y a des effets multiplicateurs sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, nous-mêmes, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on relaye. Parce que moi, j'ai été peiné hier de voir, disons-nous les choses franchement, nous connaissons l'état dans lequel se trouve notre pays. Et que nous faisons des efforts et que si vous arrivez dans nos positions demain, vous serez peut-être dans la même situation. Et donc, lorsque il y a eu ces enterrements, bien sûr que nous tous, ça nous choque. Mais nous tous, on est choqués, mais très peu, j'ai vu très peu de gens vouloir s'intéresser et dire pourquoi ils l'ont fait de cette manière et si vite. Nous tous, on a commencé à blâmer. Mais je suis désolé, nous-mêmes, nous contribuons à une mauvaise campagne contre notre propre pays. Donc, il y a un moment, on se dit, les gouvernements devraient faire ça. Évidemment, on doit le faire, mais dans une situation urgence, l'urgence peut vous imposer des situations qui sont incommodantes. Est-ce pour autant, pour certains, de dire, ah voilà, ça c'est une occasion pour enfoncer tel, Non, je ne pense pas que cela devrait continuer. La deuxième chose,
vous revenez sur l'interview de mon collègue Nicolas Kazadi. Il faut, à mon avis, regarder toute l'interview et regarder tout ce qu'il a dit. Comment il a expliqué comment chaque année, avec la gratuité, le gouvernement prend 1 milliard des dépenses des Congolais. Parce que lorsque les parents ne payent pas la gratuité pour à peu près 4 ou des millions d'enfants, je ne connais pas les chiffres exacts des élèves qui sont concernés par la gratuité, on soulage les dépenses de famille. Alors lorsque Nicolas Kazadi le dit, il ne faut pas l'interpréter en dehors de son contexte, parce que quoi qu'on veuille, le Rwanda sera toujours là. Le président de la République l'a déjà dit, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais, parce qu'ils sont là, comme des cousins ou comme des frères, je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais on n'a pas choisi, nous, d'être voisins avec eux. Donc il faut considérer qu'il n'y a pas de crise des crises qui vont rester éternellement. Donc à un moment ou à un autre, on a vu la guerre mondiale, on a vu l'Europe se déchirer pendant 100 ans, mais après il y a eu une paix de braves entre les Français, les Allemands. Ils se sont reconstruits économiquement à partir d'ailleurs de la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est le ferment de la naissance de l'Union européenne. Aujourd'hui c'est le 8, l'Union européenne est demain le 9. Ça veut dire que à un moment ou à un autre, il faut qu'on arrive à nous projeter au-delà des difficultés ou des questions du moment. C'est comme ça qu'un pays s'est construit. On part de l'histoire, on essaie d'avancer. À mon avis, il ne faut pas alimenter une inutile polémique, alors qu'il y a des questions bien plus importantes qui ont été abordées et pour lesquelles les gens devraient s'intéresser, parce que c'est là qu'il y a des vraies réponses. Mais on comprend, nous sommes dans une ambiance électorale, et il y a des gens qui pensent que parce qu'ils n'ont pas d'idée, parce qu'ils n'ont pas de programme à nous opposer, ils peuvent aller sur ces terrains. Parce que moi, j'observe, vous observez avec moi, que je n'ai pas entendu un seul opposant venir nous dire que la gratuité n'est pas bonne. Ne faites pas la gratuité, nous on ne fera pas la gratuité, nous on fera ceci. Je n'en ai pas entendu un revenir encore, dire la couverture santé universelle que vous voulez faire là n'est pas bonne. Nous proposons ceci. Mais comment pensez-vous alors que nous aurons un débat électoral de qualité lorsque les opposants veulent rester dans la périphérie? Il faut qu'on aille dans la profondeur des sujets et nous sommes prêts à débattre. Il faut d'ailleurs que les opposants soient les premiers à étudier ce que nous faisons, parce que quoi qu'il advienne, dans l'hypothèse où, la plus heureuse d'ailleurs, s'ils arrivaient à nous battre, ce qui ne me paraît pas évident, mais s'ils y arrivaient, leur bilan sera notre bilan sera leur point de départ. Mais s'ils n'arrivent pas à comprendre ce que nous faisons, à partir de quel moment et de quelle manière ils vont reconstruire ces pays? Ce n'est pas par des incantations. J'ai suivi, j'ai entendu, à gauche, à droite, on commence à aller même dans des considérations privées. Mais une république se pense. Et surtout que les opposants, pour la plupart ou certains, ont déjà été au gouvernement. On ne va pas revenir sur leur bilan. Mais dans l'approche de la critique qu'ils doivent avoir une approche qui n'est pas spectaculaire parce qu'on utilise des gros mots, mais ils doivent avoir une approche qui se fonde sur la réalité de faits, sur des chiffres qui ne mentent pas, et comment ils vont dire, bon voilà, nous, à la place de l'IGF, on fera ceci pour lutter contre les détournements. Mais ils ne critiquent pas. Et donc, le moment de la campagne viendra et on verra comment on va avancer. On va prendre la question d'Edmond Izuba. Merci beaucoup, Excellence. L'opposant Martin Fayulu a dit, quand le président de la République parle, vous fermez les yeux, vous avez comme l'impression que c'est lui qui parle. Est-ce que l'Union sacrée n'est pas en train de vouloir tendre de piège à cette opposition? En fait, la deuxième question, je reviens autour de la perception même de la population aujourd'hui dans le milieu de la guerre, c'est-à-dire dans l'Est et à l'Ituri.
C'est-à-dire, le président aujourd'hui a opté pour une brigade vraiment offensive de la SADC contre, j'ai dit contre parce que apparemment c'est comme ça, contre la force de l'EAC, que la population estime que cette force n'a pas vraiment produit des résultats qu'elle attendait. Vous ne trouvez pas vraiment cette option hasardeuse? Et troisième question, le rapport de force a quand même changé. Je pense que la brigade de l'époque de Joseph Kabila et celle qui va se produire aujourd'hui ne sera pas le même parce que, disons-le, le Rwanda a cherché aussi à intégrer de façon particulière certains pays de la SADC où ils ont quand même eu des accords bilatéraux aussi intéressants. Est-ce que ça ne sera pas une nouvelle déception? Est-ce que vous avez fait l'évaluation avant de cette force qui était là? Bon, écoutez, avant aujourd'hui d'opter pour cette façon, je l'ai dit ici, brigade. Je l'ai dit que nous aurons... Peut-être la dernière question pour terminer. Donc, en fait, c'est un complément. Non, non, c'est pas la quatrième question. En fait, c'est un complément de la troisième question. En fait, il ne se posera pas un problème des fonds, de ressources, parce que nous savons qu'avec la brigade, la fois passée, la MONUSCO était bel et bien présente. Et aujourd'hui, on opte pour la même force. Est-ce que la MONUSCO, justement, c'est ça la question, est-ce que la MONUSCO ne viendra pas par la suite pour dire, voilà, nous récupérons cette force pour que nous aussi nous soyons intégrés? Il ne faut pas qu'on anticipe sur les débats. Nous, notre marque déposée que vous connaissez, c'est la redevabilité. Et donc, il y a les décisions qui ont été prises, le sommet qui a été préparé. Le moment venu, nous reviendrons avec le vice-ministre, ministre des Affaires étrangères, pour discuter de toutes ces questions. Et en ce moment-là, vous en serez plus édifiés, parce qu'il ne faut pas aller sur de gros mots hasardeuses, etc., parce que dans les décisions que le président de la République prend, il sait que l'opinion congolaise n'est pas favorable à avoir de forces étrangères. Mais si le président de la République, commandant suprême, arrive à le faire pour avoir un appui à nos forces armées, c'est parce qu'il y a une réalité de terrain qui l'exige. Et dans le cadre de l'appartenance à des organisations sous-régionales, c'est des mécanismes qui sont prévus et pour lesquels la RDC peut demain intervenir dans d'autres pays pour aider à ramener la paix. Il faut considérer donc que ce n'est pas des mesures hasardeuses, c'est des mesures qui sont réfléchies parce que l'objectif ultime pour nous, c'est de ramener la paix dans cette partie du pays. Alors, je ne voudrais pas, moi, faire des commentaires parce qu'ici, nous ne faisons pas la politique politicienne. Et nous sommes dans des positions qui sont diamétralement opposées où je disais, vous avez peut-être des gens qui ont le rôle facile de la critique, nous sommes dans l'action. Et donc, on ne peut pas comparer nos lignes, mais s'il y a besoin des discours et qu'on estime en les disant, ça va aider à gagner en crédit, il n'y a pas de problème, c'est la démocratie, mais nous avançons. On va prendre la question de Kevin Inana. Monsieur le ministre, merci de la parole. Je suis Kevin Inana d'Ocapinews.net. J'ai deux préoccupations. Vous avez parlé tout à l'heure de la situation des finalistes de Kwamout. Qu'en est-il de la situation des finalistes qui sont dans les zones occupées par le M23? J'ai parlé de à Calais et pas Kwamout, mais de toute façon, la problématique est la même. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire qu'au niveau du ministère de la Communication, pour tous les journalistes qui demandent d'ailleurs des accréditations pour aller dans le Kwango, dans le Maïndombe, dans les Kwilu, ces accréditations seront subordonnées, comme nous faisons pour les provinces de l'état de siège, à un avis de l'armée. Vous savez par exemple que même la CENI, sur certaines parties dans les territoires de Kwamout, n'a pas eu accès. Parce que lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies, on ne peut pas se permettre de dire, bon, les enfants vont aller faire l'examen d'État parce qu'il y a... Encore que sur cette question, il faut que je me réfère au ministre de l'EPST pour savoir ce qui a été fait. Mais il y a un principe qui veut que lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies,
que certaines activités ne se déroulent pas normalement. Et donc pour les journalistes, nous ferons un communiqué pour que dorénavant tout le monde sache, si nous voulons aller à Kwamut ou dans le Kwango, il faut une acceptation préalable au niveau des services de sécurité pour nous assurer que votre sécurité est assurée lorsque vous allez sur place. Monsieur le ministre, par rapport à la deuxième question, c'est au sujet de l'arrêté de la farine de maïs. Est-ce qu'on peut dire que la production de Kanyamaka CC n'est pas suffisante pour résoudre le problème? Mais c'est évident que la production de Kanyamaka CC n'est pas suffisante et qu'il faudrait, nous, aller davantage pour couvrir les besoins. Je pense que s'il faut combiner les besoins de Grand Katanga et du Grand Kasaï, il s'agit, je pense, des 10 provinces, si vous comptez toutes les provinces du Grand Congo, et c'est dans cette optique que nous allons travailler pour trouver une solution durable. Merci, monsieur le ministre. Voilà. Alors, je constate il n'y a plus de questions. On va prendre la question de Fabrice en Lingala pour terminer l'exercice d'aujourd'hui. Matondi mingi Ntoma Patrick Muyaya solo mituna ezali mwa misato ona kotuna na Rumbango ya liboso ezali koyoka Ntoma Molandi oya koyangira mambia Bokengi ministre ya défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo alobaki bongo na kati ya Masoro Mabino que ba hélicoptère ya Rwanda ebane kotambola pour na ko renforcer troupe na bango ya M23 avec force ya Rwanda na ngambo ya République démocratique du Congo elongo na communauté ya EAC Bolobi esengeli ko désarmer ba rebelle wana o bozo benga ba congolais. Est-ce que tango beaucoup désarmer bango pour bazonga na kati ya société ba soda wana solo bazali ba congolais to pe bazali pe bana ya Rwanda o baye ko infiltrer na kati ya mampinga ya M23 pour ba koma ba congolais après désarmement na bango. Tolobi lisusu na makambo ya Masangu ezali ko sala mwa passe mingi na bayi Congo démocratique komona bino bakambi ya mboka bokoma na niveau oyo Masangu ezali susute bayi mboka ba kolia Masangu te nzokande tozali na mabele oyo bokoki kolona bilona wana pe Congo elesi ndambo ya mokili même Afrique pona nini retard ya bongo boya ko lamuka après dégâts motuna nanga ya suka ezali mingi na province ya Mai Ndombe Grabandundu baimboka moya kotambola kokene na province ya Kwilu ezalité ya kokene na province ya Mai Ndombe ezalité surtout dans nzela ya Mongata boni sécurité ni obozi pour ete bana mboka batambola malamu na bituka na bango matoni mingi. Merci. Tokozongela na bosana ki motuna Jacques Munduba tokozongela ye mais na motuna na ya suka o lobby sécurité na Grand Bandundu. Omoni situation lelo na Kwamut d'après rapport au vice-ministre intérieur à Pesakingai et Zongi Kimia ba déplacer ba komi kozonga et que ba effort ya pacification et zo salama et sali ke ba nebele batika ki mando ki batika ki pe ko sala ba nungu ya bitumba kasi omoni na ba situation wana nyonso esilaka na ngonga moko te ezalaka toujours na ba groupe oyo bazaka ba groupe résiduel au ba opéraka kasi na bisiko nyonso ba problème wana ezalaki police etinda ba escadron hein il y a GEMI hein, groupe d'intervention ya police oyo bazalaka ndinga wana d'ailleurs na mikolo eleki bazalaki victime ya batak parce que ba misu bakova ko batama na bazamba kozela batu ne balé pona kosala mwa mobulu police intervenaki pour ba mema solution peto lobby to remema pe mapinga pour s'assurer que ba oyo nyonso parce qu'il y a l'offre de la paix ou salami pour que ba oyo nyonso ba monique situation hein ba koki kotika bitumba ba yeba rejoindre le processus parce que ça sert à rien il y a qu'on continue ko bomana parce que l'air bozo bomana besoin insécurisé ici kawana pe boza koko maneti ba obstacle na développement et pourtant développement des locaux batunyo so balingi. Je pense que les lots
to connaître ba progrès belé ba mesure ezwami na uti ko elobela bino makambo mapinge ko sala makambo ba escadron à police ko sala o ko sala que situation zonga na kimia parce qu'il faut pas ko bosana que pona congolais akende ko sala mwa bilanga ko lekana mwa nzela wana il faut akenda ebi ke na kena tongo na poko na rozonga komona bana ceux qui yoza na mwa ba doute sur sécurité na yo ko kendete l'air sécurité qu'on a la restaurer quand ndenge toyaka koloba tokoloba pona ko permettre ba congolais bazonga na bisika bakende ko sala bilanga na bango bakende ko sala o balingi ba déplacement ba sala kana parti wana bon olobi makambo etali masangu omoni makambo etali masangu crise oyo to connaître na les grands Katanga et les grands Kasai eza eloko moko batunde balinga ke sala mabongo na bité soki na benga bango badongolo miso na benga bango soki ndenge nini mais eza na bato bana milimo mbindo pour comment okoki ko expliquer que biso na Zambie toza ba pays voisins o toyokana toza na mécanisme mais kasi bolamki na tongo bato moko kuna balobi non seulement torote ke la lisusu ba congolais masangu te mais mituka nyonso o ekouta Afrique du Sud topé bamboka et Afrique australe o ekomema masangu ele kana Zambie te biso toyebi ke na ba Zambien toza na ba relation kitoko tozo sala na bango makamba ba batterie awa toza na ba lithium ba cobalt bango pe bazana ngo toza na cuivre bango pe bazana ngo yango mokonzi mboka tindaki mission avec le vice-premier ministre Kamere bakendaki Afrique du Sud bakendaki kokutana na ba producteur oyo bazalaka ba fournisseur de manière générale parce que ata ba fournisseur qui ceux qui yaka na mutuka et que les cara par la Zambie a lobi masango kokota na Congo te banaki ba lekate donc il y avait une dimension politique oyo il fallait salama ministre économie akendaki Afrique l'air bazongi na Zambie na retourna bango j'espère que bilili il faut leka basali ba réunion na ba ministre agriculture na ba ministre industrie kuna ba yebisi bango que ba mesure et salami wana biso moko pe a msusu atoza rokamwa donc bato moko bakotaki na ndinga pona komema nungu po bayebi ke soki masangu prix nango ezalaki 45 000 francs l'air ekomi 90 000 francs eza pona kopesa bakongolais kanda l'air eopesa bakongolais kanda bakosi soulever contre nani bakosi soulever contre baautorité publique eza neti kosala koluka neti mwa diabo mutema mabe koluka mo eloko moko boye mo eloko moko boye kochakaka oui bon tout ça la nabiso politique ndenge to mesana ko sala mais ezana biloko okoki ko sala politique te wana eta makambo etali libumu ça peut produire un effet contraire contre yo moko kutokanisi ko tirer profit na mesure wana kasi biso toyebi ke solution ya motuya eza solution oyo kouta na biso moko omoni na rozongela makambo elekaka na kalate mais toyebi bato ebele bazalaka dirigeaka province wana pendant autant d'années et tout ça problème ya fufu ya badi ya bunga et bandakala et que ceux qui penza bazaki na makanisi pona ko réglango nde ba réglango bon tokokota na ba considération wana te parce que lelo biso toza gouvernement na rôle biso tozalaka nango ezalaka ya ko trouver ba solution du fait du principe ya continuité de l'état tozo continuer yami balé solution motuya eza solution ko uta na biso moko yango vice-premier ministre azongaki auti Afrique du Sud ake Zambie ake Lubumbashi kuna bandeko na biso na bi ministre hydrocarbures parce que makamba carburant pe kota inakati parce qu'il faut SNCC ba train ko évacuer il faut prix nango boye tout ça Didier Boudimba azaki na Lubumbashi madame Onege vice-ministre à finance yé pas alaki kuna parce qu'il fallait ko solo là na batu ya douane na ba opérateur économique pour na identifier koko sonini ba opérateurs locaux ba rencontraka à la fois l'air aux eaux importés l'air pe bolingi ko produire rapport et Salamaki parce que réunion spéciale et Ecofin et Salamaki samedi avec sous la présidence ya ministre VPM Kamere batinaki rapport na primature pe j'espère que leur rapport wane kozala adopté na roya awana VPM pour ya ko expliquer ko limbo là dans les détails
ba mesure au nini biso tokani c'est qu'on permettre biso de régler les problèmes urgents, peut régler les problèmes dans la durée. Que kasi awa batu il faut baebake biso place tozali musala na biso tongo midi pourquoi eza ko memela ba congolais ba solution yango pe ba solution to komema. Na mutuna na ya liboso olobi makambo ba hélicoptère ba rwandais etc. Biso gouvernement na biso loko moko topona eza transparence to pe redevabilité. Makambo et sala marana terrain pour biso soki to ekolobate. Batu ba robimisa makambo na ba réseaux sociaux. L'air ba robimisa makambo na ba réseaux sociaux, ba robimisa makambo na réseaux sociaux na ndenga lokuta. Comme biso moko pe awa parfois biso moko to koma rapé batindika bo pressé oko vérifier pété. Pour ba vidéo belé batu bakabola na ba réseaux sociaux, oye baraté et salama wapi et salama mukolonine. Yo zuka bo comme eza diabo contre Fabrice nati nango kambala moko. Au moins biso moko to koma pe ko contribuer parfois na ba campagne mabe contre mboka na biso. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant sur le moni loko moni vidéo na ba réseaux sociaux avant au kabola tuna. Est-ce que ça solo to alokuta? Yango to meme la rabino ba réponse na. Kasi na processus autolobie à désarmement. Mais ba M23 ne bazana biso to lobangwa. Bana mususu batenga mawana eza ba congolais. Baza na ba rwandais ba pesa ba appui. Mais l'air biso to ça la processus il y a des mobilisations. To ko identifier bango. Moi na oya biso aebana. Toye ba koko nae, toye ba noko nae, toye ba mama nae, toye ba mboka nae. To tuna. Ozaki wapi parce que ça processus à liboso. Ensuite to tcha bango na processus il y a tout autolobie pas question. Il y a ko recycler bango ko zongisa bango na mapinga. Parce que koko so na mapinga na biso les deux années. Ba brassage na ba mixage to sala. Tozoka batuka bon, to salika neti sangisa ba benga oni neti moi ki zoba. Mutu na mutu aye na ndenge na ye, aye na ndenge na ye et komi na ba moment moko boza na franc, bomoni mutu moko atengami. O na katisi nanga côté kuna. Biloko wana ndeza ba koko so biso to lingi to régler de manière définitive. Ozomona. Mais toutes ces questions tozota lango VPM Jean-Pierre B. Manamba Konja Mapinga, Bazota Lango, Bopona Rotala Nengini, Baropé Sabian. Voilà. On va terminer. Alors, Jacques Moulouba, j'espère que c'est une question spécifique. Venez, comme ça, on va terminer avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je pose ma question en rapport avec le deuil national qui a été décrété aujourd'hui, par compassion à nos compatriotes. Monsieur le ministre, peut-être je vous donne l'information. Ce matin, j'ai fait promener ma caméra à Gombe pour tester un peu de la faisabilité de ces deuils nationaux. Mais le constat était amer. Dans certains endroits, les drapeaux n'ont pas été en berne. Je peux citer devant l'hôtel de ville de Kinshasa aujourd'hui. Alors la question est toute simple. Quelles sont les mesures d'encadrement que vous, le gouvernement, vous prenez quand, par exemple, on décrète un deuil national pour que ça soit bien observé, pour que ça ne soit pas un slogan creux? Bon, de toute façon, si vous avez regardé la RTNC toute la journée, vous aurez compris que nous sommes en deuil national. Il y a eu le compte rendu du gouvernement qui a été fait. Je pense qu'il y a des structures de l'État, chacune en ce qui le concerne dans sa spécificité, qui devrait se charger de faire observer cette mesure. Nous observons une attitude de deuil et de compassion, et lorsqu'on met les drapeaux en berne, c'est pour montrer que tous les pays ont été affectés. Bon, écoutez, je n'ai pas été sur le terrain pour le vérifier, mais vous faites une remarque pertinente sur laquelle on va travailler pour que dorénavant, lorsque les mesures sont prises, que tout le monde le respecte. Peut-être qu'il fallait une communication spécifique détaillée du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas trop comment cela devrait se faire. Par exemple, lorsqu'il y a une journée chômée, la ministre du Travail s'exprime et fait un communiqué. Et donc, on prend la remarque, on prend note de la remarque et on va s'assurer que prochainement que cela soit respecté partout. Mais même si les drapeaux n'ont peut-être pas été mis en berne là-bas, mais aujourd'hui, moi je l'ai senti, la petite image que nous avons utilisée pour illustrer que la République est une, a
a été largement partagé sur les réseaux sociaux hier, a été largement partagé sur WhatsApp et sur les télévisions. C'est la preuve que les Congolais sont solidaires, c'est la preuve que les Congolais compatissent avec les compatriotes qui sont dans l'Est de la RDC. Voilà. Une dernière préoccupation, si vous le permettez. Allez-y. C'est en rapport avec le démarrage de la session préliminaire de l'examen d'État. Vous avez dit que dans des territoires sous occupation ou frappés par la catastrophe, il y a peut-être certains finalistes qui n'ont pas pu avoir accès à cette session. Alors qu'au niveau du pays, nous sommes en train de lutter contre la balkanisation de la RDC. Mais pour ces finalistes-là, est-ce que ce n'est pas une manière, bien entendu, de contribuer aussi à cette balkanisation éducationnelle, puisque quel sera leur sort après? Bon, écoutez, il faut savoir, il ne faut pas aller si loin. La situation, elle est connue là où il y a des problèmes. Par exemple, nous avons vu les jeunes ou les élèves qui sont à Calais, avec ce qui s'est arrivé, ils ne pouvaient clairement pas. Les jeunes qui sont en territoire sous occupation du M23, pour des questions évidentes de sécurité, peut-être que les items ne sont pas parvenus là-bas. Et donc, on va faire l'évaluation de l'opération avec le ministre de l'Enseignement. Il y aura un rapport circonstancié où il y avait des problèmes et on va proposer des mesures palliatives. Ce n'est pas nous qui nous battons pour la concrétisation de la gratuité qui allons faire en sorte qu'une partie de la population qui n'a pas été, pour des raisons de sécurité, en mesure d'accueillir les épreuves d'examen d'État, ce n'est pas nous qui les laisserons faire. Et je pense qu'il ne faut pas aller loin à penser qu'on va faire une balkanisation éducationnelle. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Au contraire, l'objectif, c'est d'envoyer les maximum d'enfants à l'école parce que c'est eux qui représentent l'avenir de ce pays. C'est peut-être sur eux, avec eux, que le Congo connaîtra des jours meilleurs sur base de la fondation que nous sommes en train de placer. Voilà, merci. On va terminer aussi cet exercice. Je vous remercie de vous être mobilisés et je vous remercie aussi de relayer le message du gouvernement parce que cet exercice, nous le faisons en toute transparence et lorsque il y a des difficultés, nous venons, nous les disons nous-mêmes parce qu'il faut éviter la désinformation. Aujourd'hui, je pense que nos compatriotes qui sont décédés à la suite de cette catastrophe, nous leur devons respect pour leurs âmes, essayons d'avoir une attitude qui nous permette d'honorer leur mémoire. Le gouvernement, pour sa part, fait sa part aux côtés des autorités provinciales. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir avec force détail. Il y a une messe qui a été faite à Kinshasa pour montrer que nous sommes tous ensemble et que des efforts vont se faire pour s'assurer que les survivants à cette catastrophe puissent être relogés, les écoles puissent être reconstruites pour que les enfants puissent passer les épreuves préliminaires comme prévu. Je vous remercie et bonne soirée chez vous. Parce que la République est une, nous sommes tous calés. Parce que la République est une, nous sommes tous calés.